passe la parole tout de suite à Vanessa. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui sont venus pour la première fois. C'est un plaisir pour nous tous de vous accueillir. Les tendinopathies, plus communément les tendinites, sont fréquentes chez les sportifs et les travailleurs qui sollicitent les tendons de manière répétitive. L'orateur qui va ouvrir cette séance va nous parler de l'importance de la modulation de la charge mécanique. Progressivité et adaptation seront les maîtres mots des stratégies de prise en charge qu'il va nous exposer. Monsieur le Président, je vous laisse le soin de présenter Joachim Van Kant. Oui, merci. Donc on a le plaisir d'accueillir le professeur Joachim Van Kant, qui est chargé de cours à la faculté des sciences de la motricité humaine de l'ULB et qui occupe le poste de vice-doyen à la recherche. Il est co-directeur du département de kinésithérapie et de réadaptation à l'ULB, chercheur en réadaptation musculo-squelettique, et il s'intéresse principalement aux pathologies sportives du membre inférieur, en particulier la douleur du genou et la biomécanique de la course à pied. Il est membre actif de l'unité de recherche en sciences de la réadaptation de l'ULB. Et je vous cite la parole. Merci. Alors, je remercie très chaleureusement l'Académie pour cette invitation. Je suis très honoré d'être là. C'est un truc qu'on dit souvent avant des conférences, mais ici, je le prends vraiment. C'est vraiment un honneur d'être ici. Je vais effectivement vous parler des tendinites et des tendinopathies de manière générale, selon un aspect particulier. On ne va pas pouvoir brosser toute la prise en charge des tendinopathies, mais je pensais intéressant de vous parler en tout cas d'une thématique, en tout cas d'une partie de cette thématique qui est souvent pas bien considérée ou dont l'importance n'est pas toujours suffisamment mise en avant. Alors, dans l'introduction, on parlait effectivement de tendinites et je pensais intéressant pour parler de ces pathologies, de faire un petit peu d'histoire. Et donc, la tendinite, jusque globalement au milieu des années 80, elle était considérée comme étant une inflammation des tendons, c'est pour ça qu'on parle de tendinite avec le ITE à la fin. Et donc, le traitement avait pour but de combattre cette inflammation. Et donc, on envisageait des anti-inflammatoires, du froid, pourquoi pas de la physiothérapie, et surtout du repos. On disait aux patients, il faut vous reposer, il faut qu'on arrête de solliciter ce tendon parce qu'il faut que l'inflammation passe. Une année qui a été vraiment très importante dans la prise en charge des tendinites, ça a été en 86 où William Stanich, je ne sais pas si vous connaissez ce médecin canadien, William Stanich, il avait comme idée de départ, il se disait, voilà, la plupart des tendinites apparaissent suite à une surcharge en excentrique. Donc excentrique, c'est quand il y a un mouvement de freinage d'un muscle qui va allonger le tendon avec une tension importante dedans. Et Stanich, il est parti de ce postulat-là, et il s'est dit que si la cause était une surcharge excentrique, il fallait réhabituer le tendon à pouvoir supporter des charges excentriques. C'est la première fois où la notion de charge est apparue dans la prise en charge, dans le traitement des tendinites. Alors, Stanich, il envisageait cette approche pour les tendinopathies d'Achille principalement, après ça s'est en fait ouvert à toutes les tendinopathies. Mais donc, sa proposition était de faire aux patients, de manière quotidienne, des montées et descentes sur la pointe des pieds, le travail excentrique étant le moment où le patient descend sur la pointe du pied. Et donc, l'originalité était de proposer donc déjà une notion de charge, mais une charge qui était progressive, puisqu'on voit ici que dans le programme de Stanich, il partait au départ d'une charge très légère sur les deux jambes pour arriver avec des ajouts de charge en fin de traitement. Ce qui était intéressant aussi, c'était que Stanich avait considéré par exemple que la vitesse de mouvement pouvait être un paramètre qui permettait peut-être d'améliorer la pathologie du patient. Et donc, voilà, les patients étaient invités tous les jours, pendant 6 semaines, à faire ce type d'exercice. Et les premiers effets de cette étude mettent en avant l'intérêt clinique de cette thérapeutique. Ça a été un changement majeur dans l'approche thérapeutique de cette pathologie. Environ 10 ans plus tard, Alfredsson c'est toujours un chirurgien suédois. Et la légende raconte qu'Alfredsson souffrait lui-même de tendinopathie d'Achille. Et il voulait se faire opérer parce qu'il en avait vraiment marre.
Mais mes collègues ne voulaient pas l'opérer parce qu'ils considéraient que ce n'était pas assez grave, que ces symptômes n'étaient pas assez importants. Donc il s'est dit, je vais forcer l'opération, je vais essayer de rompre mon tendon en envisageant des exercices tri-quotidiens avec des charges très très lourdes pendant plusieurs semaines. Et puis à sa grande surprise, non seulement son tendon n'a pas rompu, mais il s'est trouvé aller mieux suite à son programme. Et sur cette base-là, il a proposé le programme d'Alfredson, ça s'appelle comme ça. Et ce programme, en fait, part d'une même logique que ce que proposait Stanich, mais avec des exercices biquotidiens et avec des charges beaucoup plus importantes que ce que proposait Stanich. Et c'était sur cette base-là qu'on a vraiment les deux personnes qui ont le plus influencé là où on en est aujourd'hui, presque 20 ans plus tard. Même 30 ans plus tard, le temps passe vite. Plus ou moins à la même époque, les travaux de Järvinen, dans leurs travaux, ces auteurs se sont vraiment intéressés à la structure tendineuse en tant que telle, dans le cadre des tendinopathies, des tendinites. Et en fait, les auteurs mettaient en avant l'absence de cellules inflammatoires dans les tendinites. Ça a été aussi une certaine révolution à l'époque, puisque l'approche était quand même très très centrée sur le ITE de tendinite. En fait, à cette époque-là, on a compris que l'inflammation n'était pas présente dans les tendinites. Alors, ça a été un tout petit peu nuancé dans les dernières études qui montrent qu'il y a quand même un petit peu de phénomène inflammatoire. Ce qui est sûr néanmoins, c'est que ce n'est pas l'inflammation qui est le processus dominant de la tendinopathie de manière générale. Et suite à ces travaux-là, le terme tendinite est considéré comme étant un terme qui n'est pas propre, qui n'est pas correct pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui les tendinopathies. Et c'est vrai que moi encore maintenant, quand j'entends le terme tendinite, j'ai toujours les oreilles qui sifflent un petit peu parce que ce n'est pas correct de parler de tendinite. Les tendinites sont quelque chose de vraiment très très rare. On parle de tendinopathie. Généralement, en tout cas, ce n'est pas lié à un phénomène inflammatoire dominant, et ce n'est pas ça qui explique les symptômes du patient. Alors, une autre période très très importante dans l'histoire de la prise en charge des tendinopathies, maintenant j'insisterai sur le terme tendinopathie, c'est les travaux de Jill Cook. Jill Cook, c'est toujours une Australienne, une kinésithérapeute australienne, clinicienne, chercheuse, et qui a énormément travaillé sur les problèmes de tendons. Son approche a été de proposer un modèle explicatif des tendinopathies qui tenait compte de tout ce qui avait déjà été fait, entre autres par les travaux de Stanich et Alfredson, et donc qui a proposé le modèle du continuum de la tendinopathie. Et ça date maintenant d'il y a une bonne quinzaine d'années, c'est encore le modèle qui aujourd'hui est le plus considéré comme étant d'actualité pour essayer de comprendre la tendinopathie. Alors on va voir un petit peu ça ensemble de quoi s'agit-il au niveau de ce modèle. Donc on peut partir d'ici, un tendon normal. Le tendon normal, s'il est chargé, et quand je parle de charge, ça signifie tout ce qu'on peut imaginer, ça peut être des exercices, ça peut être la marche, donc tout ce qui va solliciter mécaniquement un tendon. Si cette charge est optimale, ce tendon va s'y adapter et se renforcer. Et on a comme ça un cercle vertueux qui va faire que nos tendons vont être de plus en plus forts. C'est pour ça que des gens actifs, des coureurs, des marcheurs, des gens qui font des activités physiques vont avoir des tendons qui vont être plus épais que des gens qui sont sédentaires par exemple, par ce phénomène d'adaptation. Maintenant, comme beaucoup d'entre nous, on a souffert ou on souffrira de tendinopathie. Quel est le mécanisme qui explique l'apparition de ces tendinopathies? Dans ce cas-là, c'est un excès de charge, des contraintes excessives qui vont créer une réponse tissulaire au niveau du tendon. Alors, Jill Cook, elle propose un continuum, c'est-à-dire qu'elle envisage 3 grandes phases dans cette notion de tendinopathie. Le premier niveau, c'est la tendinopathie réactive. Ça, c'est la réponse aiguë du tendon à une charge inhabituelle, excessive. Et donc, le tendon, pour pouvoir faire face à cette charge inhabituelle, il va proposer comme réaction le fait d'avoir une migration liquidienne. Il va y avoir un afflux liquidien dans le tendon. L'intérêt de ça va être que le tendon va être plus rigide, il va plus facilement faire face à ces contraintes. Ça, c'est une réponse positive, quelque part aiguë.
mais ça va aussi augmenter la pression intratendineuse, et ça va entre autres expliquer que ça puisse faire mal. Donc la tendinopathie réactive n'est pas de l'inflammation, ce n'est pas une lésion tissulaire qui va créer une réponse inflammatoire, c'est un mouvement liquidien qui va amener cette surpression tendineuse. À ce stade-là, si on tient compte de ces signaux douloureux et donc on réadapte, on réajuste la charge, le tendon, en quelques semaines, généralement on parle, on est vraiment installé de 6 à 8 semaines pour réajuster ce niveau de charge et se retrouver à un niveau de tendon normal. Si maintenant la personne n'écoute pas ces premiers signaux, dans ce cas-là, la tendinopathie va continuer à évoluer vers un deuxième stade, la tendinopathie remaniée, où on va commencer à avoir des lésions tissulaires, des désorganisations tissulaires, certains endroits du tendon, parce que le tendon ne peut pas faire face à ce qui est imposé. À ce stade-là, on est encore dans quelque chose qui est réversible, si la charge est correctement réajustée. Par contre, si de nouveau il y a poursuite de cette surcharge, on arrive à une tendinopathie dite dégénérative, et là ça va être irréversible. Les lésions, quand elles seront là pour toujours. Alors, le modèle de Pooch, il inclut aussi le fait que si un tendon est insuffisamment chargé, ça c'est intéressant aussi, s'il est insuffisamment chargé, il y a un stress tendineux qui va apparaître, et ce stress va rendre ce tendon plus susceptible de partir en tendinopathie réactive et de commencer son continuum, même avec des charges normales, même avec des charges qui étaient pour un tendon a priori normal. Et donc, ça c'est le modèle conceptuel actuel qu'on considère pour la tendinopathie. Vous voyez que la notion de charge y est centrale dans ce modèle explicatif. Ce qui était intéressant aussi dans ce que proposait J. Cook, c'était la distinction vraiment entre les portions d'un tendon normal. Donc là, ici, on est dans des tendons qui sont déjà dans des phases dégénératives et remaniées. Et donc, on voit que cette portion de tendon ici a une partie qui est dégénérative et une partie qui est normale. Et en fait, à l'inverse de ce que pensaient Stanich et Alfredson, eux avaient comme postulat de base que la charge des exercices allait guérir la zone dégénérative. Or, depuis quelques années, et entre autres via les travaux de J. Cook, on sait que l'exercice de la charge ne va pas modifier la zone ici dégénérative. Par contre, elle va travailler sur la zone verte, la zone ici du tendon sain. Donc en fait, les exercices, l'activité physique sur le tendon ne va pas modifier la partie dégénérative, par contre, elle va rendre plus fort, plus adaptée la zone verte. Et donc, quelque part, si je propose à mon patient ou à moi-même un programme adapté, ma portion verte sera plus épaisse, plus large que ma zone rouge. Et l'idée, c'est d'avoir une proportionnellement beaucoup plus grande zone verte que zone rouge. Donc ça a été quelque chose que J. Cook a amené. J. Cook, elle parlait de, on traite le donut, dans les pays anglo-saxons, ils mangent beaucoup de donuts, on traite le donut, donc la partie ici, la portion ici, mais on ne traite pas le centre des donuts, ça on ne peut pas y toucher. Et en fait, cette notion d'adaptation à l'exercice, elle s'inscrit dans un phénomène biochimique qui est appelé la mécanotransduction, qui en fait consiste à, c'est la capacité qu'a le corps de transformer des stimuli mécaniques en stimuli chimiques et au final en matière. Et donc le principe c'est que les mises en tension de ces tendons lors d'exercice, si je monte la pointe de pied, si je redescends, j'ai une sollicitation de mon tendon, et mon tendon en fait, il va subir une déformation. Cette déformation, selon toute une série de modalités que je vais décrire un petit peu après, peut proposer une réponse adaptative pour être plus à même de faire face à cette déformation. Ça peut être des déformations, comme on voit ici, en cisaillement, ça peut être des déformations en compression. Toujours est-il que, entre autres, la modification, enfin les contraintes subies par le noyau cellulaire de nos ténocytes vont amener une cascade de réactions qui, au final, va favoriser de l'anabolisme tendineux. Je trouve intéressant aussi de noter que même les portions qui sont à distance dans le tendon de la zone qui est sollicitée, qui est déformée,
va aussi être capable d'anabolisme, entre autres via l'intermédiaire de gap junction. Donc c'est la communication intercellulaire qui fait que ce qui va se passer dans une portion du tendon va être communiqué dans d'autres parties du tendon, et le tendon à distance de là où il a été sollicité va aussi se renforcer. Et c'est par exemple quelque chose qui n'est plus présent dans les zones dégénératives. La portion dégénérative d'un tendon n'a plus, par exemple, la possibilité de communiquer par gap jonction, n'a plus la possibilité de s'adapter. Donc ce phénomène de mécanotransduction ne va plus avoir lieu dans cette portion du tendon. Et en gros, le modèle de Cook, en tout cas cette notion de charge adaptée ou pas adaptée, elle est conceptualisée par le modèle de Dye, qui était qui est toujours un médecin californien. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que chaque tendon, chez nous, et puis aussi en fonction de chacun d'entre nous, de notre passé actif ou pas, chaque tendon a une enveloppe de fonctions, c'est-à-dire un ensemble d'activités, de contraintes, de charges potentielles qui sont optimales pour lui. D'accord ? Ça peut être pour une personne lambda être capable de courir 10 km, ça, pour un tendon donné de cette personne-là, il peut être dans cette enveloppe de fonctions, et donc amener à ce qu'il y ait une adaptation tissulaire optimale. Ça peut être pour certains le fait de marcher 100 mètres, donc peu importe ce qu'on prend comme activité, c'est dépendant de chacun, c'est adaptable pour tous. L'idée, c'est d'avoir conscience de quelle est notre enveloppe de fonctions pour pouvoir optimiser le plus possible nos tendons. Alors, ce modèle de Dye, il montre que le repos complet ou la sous-utilisation, la sous-charge va être péjorative, dans ce que disait ici aussi le modèle de Cook. Et en fait, les patients ou vous-même ou nous-mêmes qui souffrons de tendinopathie avons dépassé cette enveloppe de fonction. Donc, on a proposé à notre tendon des activités excessives qui dépassaient cette enveloppe de fonction et qui ont créé cette cascade de réactions. Et si ça a été mal géré, ça a pu arriver jusqu'à quelques zones, en tout cas quelques réponses dégénératives. Depuis tous ces travaux-là, les médecins du sport, les médecins de médecine physique, les kinésithérapeutes ont face à eux toute une ribambelle de programmes d'exercices qui leur ont été proposés, qui sont possiblement, qui sont envisagés. Certains sont un peu mieux que d'autres, mais peu importe, tous ont globalement une même logique. Et c'est cette logique qu'on peut voir ici ensemble. Donc, en gros, la fin de l'exposé ici va essayer de vous donner quelques éléments clés dont on sait qu'ils vont favoriser une adaptation tissulaire optimale. Alors on parlait de la notion de progressivité de ces programmes d'exercice, c'est ce qui les caractérise tous. Le fait de savoir, tiens, comment est-ce qu'on va monitorer les symptômes du patient durant ces programmes d'exercice, et des éléments, des paramétrages clés qui sont à considérer lorsque on construit avec un patient ou pour soi-même un programme d'exercice qui pourrait optimiser une adaptation tendineuse. Alors, un des premiers éléments, c'est donc cette notion de progressivité. Nos tendons, ce sont des tissus qui sont assez peu vascularisés et donc qui ont une capacité d'adaptation qui vont être limitées lorsqu'on leur impose des contraintes comme celle-là, à savoir avec une très grande variabilité. Donc si la semaine 1, j'impose à mon tendon des exercices ou des activités très faiblement chargeantes et la semaine suivante plus chargeantes et puis moins chargeantes et puis plus chargeantes, si je propose à mon patient ou à moi-même des activités comme celle-là, ça va poser problème. Le tendon va avoir du mal à s'adapter. D'une part, si déjà il est blessé, mais même un tendon sain, il n'a pas du tout apprécié ce type de programmation de charge. La plupart des patients qui vont venir voir un médecin ou un kiné pour des problèmes de tendinopathie, ça va être parce qu'il a fait des choses comme ça, il s'est mal préparé, avec trop de variations dans son programme. Un tendon, c'est vrai pour un cartilage aussi, il apprécie des progressivités comme celle-là, c'est-à-dire des charges progressivement croissantes. C'est donc
une des astuces à considérer, et tous ces programmes ont ça en commun, mais aussi pour tous, c'est important de le savoir, nos tendons, ils veulent qu'on les charge, mais progressivement. De semaine en semaine, on va progressivement, si les symptômes le permettent, augmenter la charge de manière à ce que la réponse adaptative soit optimale. Ça a déjà été mis en avant sur les tendons et sur tous les tissus musculo-tendineux de manière générale par les travaux de Gabet, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et en gros, pour simplifier un petit peu ce schéma, il mettait en avant que si vous doublez, ici il y a un petit 2 en dessous, si vous doublez votre charge de travail par rapport au mois précédent, donc si votre semaine de travail, vous doublez votre charge par rapport à ce qui s'est passé le mois précédent, vous avez beaucoup plus de chances de vous blesser que si vous restez dans quelque chose qui était assez similaire, avec un petit peu de progressivité si possible, mais en tout cas, le fait de ne pas trop changer d'une semaine à l'autre, c'est vraiment ça la clé pour ne pas se blesser pour les tendons, mais c'est vrai pour la plupart des tissus de l'appareil locomoteur. Un autre aspect clé et qui pose souvent question, c'est ok, on va charger un patient, mais ce patient, s'il a mal, comment est-ce qu'on peut manager et se dire qu'on est encore dans un bon niveau d'adaptation en tenant compte des symptômes du patient. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on peut tolérer, alors je parle pour des tendinopathies qui sont déjà un petit peu installées, il y aurait une nuance à faire pour des tendinopathies tout à fait récentes, mais des tendinopathies qui sont déjà installées, on va tolérer un peu de symptômes durant les activités. Durant l'activité, ça reprend les programmes d'exercice, mais aussi les activités sportives, physiques, quotidiennes que le patient peut faire. On peut tolérer un petit peu de symptômes, tant que ces symptômes n'augmentent pas dans les heures qui suivent l'activité. Là, on sait que si les symptômes augmentent dans les heures qui suivent l'activité, dans ce cas-là, je suis dans une charge excessive. Si ces symptômes restent relativement, même s'ils sont un peu présents, restent limités et n'augmentent pas après l'activité, on est dans une zone d'adaptation. De toute façon, comme on fait plusieurs sessions de suite, on peut de toute façon, avec le recul, voir si on est vraiment bien dans cette zone-là, parce que si les symptômes augmentent de séance en séance aussi, là on sait qu'on est plutôt dans la zone de non-adaptation. Et ça, c'est également les travaux de Stanich et de Alfredson, c'était les premiers à considérer, à tolérer les symptômes dans les activités. Avant, on disait toujours non, pas de douleur, aucune douleur permise. C'est depuis leurs travaux que, en tout cas, dans leurs études de 86 et 96, eux déjà toléraient les symptômes comme étant une possibilité de pouvoir faire progresser malgré tout le niveau de charge. Enfin, la notion de paramétrage, donc c'est comment est-ce qu'on peut minutieusement essayer d'adapter les différentes composantes des exercices qu'on propose aux patients pour essayer de favoriser le mieux possible cette adaptation tissulaire. Alors on sait déjà que dans un exercice par exemple comme celui-là où notre patient monte la pointe de pied et redescend, la force de cet exercice c'est d'avoir une phase de tension, d'imposer une phase de repos de 2, 3, 4, 5 secondes et de repartir. Et donc c'est le fait d'avoir une alternance de tension, relaxation qui va optimiser l'adaptation, qui va optimiser la réponse tendineuse pour avoir une adaptation optimale. Ça s'explique entre autres par la possibilité qu'a le fluide tendineux de se mouvoir dans le tendon lui-même, et ça va favoriser la transduction musculaire. On sait aussi que le type de contraction va avoir une importance. Globalement, le fait d'être en mouvement de freinage, donc excentrique, d'essayer de favoriser un nombre conséquent de contractions excentriques, va aussi optimiser la réponse tendineuse. L'intensité de ce travail, enfin de ces exercices, l'idée est d'essayer de charger lourd, comme Alfredson. Alors lourd, c'est lourd par rapport à la personne. Ça va être des dizaines de kilos pour un sportif de haut niveau, ça peut être quelques grammes pour un patient qui n'est pas entraîné. Donc tout est une question tout est relatif. Mais en tout cas, c'est de charger le plus possible, évidemment, en tenant compte du niveau d'acceptation du patient et du tendon par rapport à cette charge. On a aussi, et ça c'est quelque chose que n'avait pas envisagé comme cela Stanich et un petit peu moins Alfredson, mais malgré tout
Alfredson n'avait pas non plus considéré cette importance-là, c'est le temps sous tension. Stamitz proposait en fait un programme où il changeait de vitesse durant la semaine, donc les patients commençaient lentement, et puis en milieu de semaine ils allaient à une vitesse moyenne, et puis en fin de semaine ils allaient rapidement. On sait aujourd'hui que l'adaptation optimale, elle nécessite un temps sous tension important. Et donc on essaie que les patients, que la personne qui veut optimiser le niveau structurel de son tendon, va aller lentement, en essayant vraiment d'avoir parfois des mouvements à des dizaines de secondes pour pouvoir réaliser le mouvement lui-même. On peut utiliser pour ça ce qu'on utilise en musique, là, pour pouvoir avoir un tempo de manière à ce que le patient puisse être structuré par rapport à ça. Et on sait aussi que la position articulaire est importante dans le sens où on va essayer d'imposer un allongement maximal du tendon. Donc si on peut jouer sur le fait de jouer sur cet allongement optimal, on saura qu'on aura une réponse tendineuse qui sera optimalisée. Et donc c'est tout ces réglages, ces paramétrages qui vont faire qu'on peut avoir une réponse optimisée du tendon. Alors, ici, je suis parti vers un exemple plutôt sportif, mais de nouveau, on peut mettre ça en relation avec n'importe quelle activité, que ce soit aller promener son chien simplement. L'idée, c'est qu'on parte effectivement d'un tendon qui est blessé, qui est souffrant, qui est en surcharge. La première phase, ça va être, on ne va pas vraiment charger le tendon à ce stade-là. Donc ce que je vous dis ici, c'est pour pouvoir positionner ce travail de la charge dans l'ensemble du traitement de la tendinopathie. Donc au départ, on va plutôt essayer de jouer sur le fait que les symptômes puissent diminuer, et entre autres, par exemple, les contractions isométriques, donc maintenues longtemps sans mouvement, peuvent avoir un effet antalgique intéressant dans les premiers jours, premières semaines de l'apparition des symptômes. Ensuite, quand les symptômes sont sous contrôle, là on passe vraiment dans le programme d'exercice dont je vous ai parlé juste avant. Renforcement, et c'est là où tous ces paramétrages vont rentrer en ligne de compte, et on va essayer d'optimiser vraiment cette adaptation tendineuse pour que la zone verte, la portion verte du tendon, soit de plus en plus grande et prenne de plus en plus de place par rapport à la zone rouge qui était la partie éventuellement dégénérative. Cette partie-là, elle peut durer longtemps. Si le patient a des tendinopathies depuis très longtemps, parfois c'est 3 mois, 6 mois, 1 an de travail pour pouvoir vraiment arriver à une adaptation tissulaire importante. Et après, on devient plutôt spécifique à l'activité. Si c'est une activité sportive, eh ben, on va plutôt amener de la vitesse, on va amener des sauts par exemple. Ça, c'est parce qu'on veut rendre le tendon, c'est comme si on remettait un peu le tendon dans son milieu naturel, là où il va devoir travailler dans sa vie de tous les jours. On pourrait tout à fait adapter ça à n'importe quelle situation non sportive. C'est juste pour se dire que selon les zones du traitement, on va avoir plus ou moins on va avoir des objectifs un petit peu différents dans lesquels l'adaptation, la charge a un rôle très important. Pour conclure, on voit qu'il y a eu une très grande évolution de l'approche des tendinopathies, et je pense vraiment qu'on a fait des bons en avant très très importants, et c'est par les erreurs qu'on a fait par le passé qu'on en est là aujourd'hui. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de la charge. La littérature là-dessus, elle est absolument sans discussion possible qu'on doit charger les tendons, quel que soit le niveau de charge avec lequel on le fait, il faut charger les tendons. Mais ici, mon exposé était vraiment centré sur la notion de charge. Maintenant, une approche thérapeutique d'un patient souffrant d'une tendinopathie va être plus large que ça, en tenant compte de plein de paramètres. Et donc ici, moi, mon idée était d'être un peu plus centré sur le bio, mais évidemment, l'approche biopsychosociale sera tout à fait d'actualité par rapport à cette approche des patients souffrant de tendinopathie. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Le professeur Constantinescu a une question. Merci pour votre présentation. J'avais très bien compris la partie charge et la partie dégénération, mais je voudrais avoir un peu plus de mécanisme sur la partie de la réactivité, la zone de réactivité. Quelles sont les cellules, quels sont les mécanismes, et est-ce que cette région va conduire à la dégénération ou non? Est-ce qu'elle est réversible? C'est tout à fait réversible. Donc,
Alors, les mécanismes au niveau cellulaire, j'aurais probablement une réponse trop maladroite pour pouvoir vous satisfaire complètement. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que cette surcharge, c'est une réponse aiguë du tendon à une surcharge inhabituelle. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple, entre autres, c'est qu'il va y avoir une perméabilité qui va être augmentée au niveau des vaisseaux circulants. On ne retrouvera pas dans la première phase de cette réaction, enfin, peut-être dans cette réaction-là, on ne retrouve pas, par exemple, de cellules inflammatoires, on ne trouve pas de monocytes, on ne trouve pas de macrophages. Donc, il ne va pas y avoir une migration de ces cellules-là, donc ça c'est clair. On n'a pas de phénomène inflammatoire en tant que tel, on a vraiment une migration liquidienne. Ça a du sens parce que c'est la façon dont le corps a de rigidifier le tendon. Donc c'est vraiment une cause mécanique. Le but, ce n'est pas de réparer une zone qui serait abîmée, c'est de le rendre mécaniquement plus adaptable à une situation aiguë. C'est comme si le siège ici serait inconfortable pour vous, ben on peut mettre un coussin en plus. Ça va rendre en fait quelque chose d'un peu plus facile pour le tendon de supporter la contrainte. Donc on est vraiment là-dedans. Maintenant, effectivement, malgré tout, c'est une perte d'homéostasie tissulaire. Les échanges gazeux, les échanges d'oxygène, par exemple, se font moins bien. Il y a une souffrance cellulaire qui, ici, elle commence à persister et va créer une mort cellulaire. Donc il y a des zones des tendineuses qui vont commencer à vraiment dégénérer. Et dans ce cas-là, on va avoir effectivement la partie remaniée puis dégénérative qui va commencer. Mais entre les deux, on n'a pas vraiment d'inflammation qui, normalement, pourrait être le fil conducteur qui réparerait la zone abîmée. Ce n'est pas le cas ici. Entre autres parce que c'est des tissus qui sont peu vascularisés. Il y a visiblement des tentatives d'inflammation qui commencent, mais qui ne vont pas au bout du processus. Et c'est pour ça qu'on a un tissu, par exemple, si je me coupe, si j'ai une lésion musculaire, là je vais avoir une réparation inflammatoire qui va avoir lieu, et donc cette souffrance va être réversible. Ici, comme dans le cartilage, a priori, on n'a pas de cette réversibilité. Professeur Koga. Merci pour cet exposé qui finalement explore des situations normales. Qu'en est-il dans des pathologies caractérisées par des anomalies du collagène, hyperlaxité, maladie d'Hertz dans l'os, etc. Est-ce que le modèle est applicable également? Les processus sont les mêmes. Donc les modèles de défense des tendons restent d'actualité, restent les mêmes. Donc ça ne va pas changer. Ce qui va probablement changer, c'est que l'enveloppe de fonction va probablement être un petit peu différente, la façon dont le tendon va pouvoir supporter des contraintes va peut-être un petit peu être différente, donc peut-être qu'il y a des activités qui vont être parfois plus facilement amenées à ce que le tendon réagisse de cette manière-là, ça c'est possible. Maintenant, il n'y a pas de raison actuellement sur ce qu'on connaît dans la biologie du tendon de se dire que à cause de situations autres, enfin de ce type de situation-là, ça va modifier ce modèle-là. A priori, le modèle-là reste d'actualité, oui. Merci pour l'exposé. Je trouve que le rappel historique était vraiment très utile pour comprendre le concept. Sur votre diapositive qui est projetée là, on voit bien que pour qu'un tendon aille bien, il faut qu'il fonctionne, il faut le faire fonctionner, il faut faire des exercices. D'avoir un commentaire sur ce qu'on recommande dans les exercices, dans l'échauffement, un mot un peu bizarre, et les étirements après. Est-ce que ça a une utilité? Comment ça fonctionne? Merci. C'est vrai que la question des étirements a souvent été souvent au centre de questions. Alors ici, par exemple, j'ai dû être un petit peu plus synthétique. Dans un grand nombre de tendinopathies, il y a aussi des notions de compression. Donc il y a certains tendons qui ne sont pas seulement surchargés parce qu'ils sont étirés lors d'un saut, par exemple, ou des activités à forte vélocité, mais qui peuvent parfois aussi être comprimés. Donc il y a des zones anatomiques qui compriment le tendon par rapport à des structures osseuses. Et en fait, c'est quand même un bon nombre de tendinopathies qui peuvent être victimes, entre guillemets, de ça. Et dans ce cas-là, l'étirement est vraiment le facteur qui augmente le problème et les symptômes du patient. Et donc, en gros, dans le doute, je ne vous conseille pas trop d'étirer quand vous avez une tendinopathie parce que vous avez une chance sur deux d'avoir un phénomène de compression qui est associé à ça aussi.
et en fait d'entretenir le problème. Et il y en a beaucoup de patients qui sont en errance thérapeutique pendant des mois et des mois, parce qu'ils entretiennent leur problème en s'étirant régulièrement, parce qu'ils pensent que c'est la bonne chose. Ça, c'est la réponse vraiment de l'étirement d'un point de vue thérapeutique, mais aussi, même quand il n'y a pas de compression, l'étirement n'a pas toutes ces caractéristiques-là que j'ai décrites donc, on peut, même s'il n'y a pas de compression, on peut avoir probablement un peu d'effet d'étirement, mais si on a un temps limité, autant faire des exercices avec des mouvements de ce type-là, plutôt que de faire un étirement qui a une beaucoup moins grande capacité d'adaptation, enfin, qui va amener une beaucoup moins grande réponse adaptative du tendon. Donc dans le doute, on n'étire pas, on étire un tendon éventuellement quand il est en bonne forme, quand il est sain, quand il est loin des symptômes, mais l'étirement a beaucoup plus d'effets péjoratifs que positifs. C'était par exemple, voilà, dans le modèle de Gilles Cook, tel qu'il le propose ici, par exemple, là c'est vraiment interdiction d'étirer parce qu'on est dans un tendon qui est à ce stade-là en réaction, et le fait de l'étirer va le stresser encore plus, et donc de toute façon, voilà, il y a plein d'endroits où l'étirement ne va pas être adapté, et donc on conseille de ne pas étirer. Maintenant, à distance, pourquoi pas? Alors la question de l'échauffement, bien sûr, quel qu'il soit, la progressivité, donc au plus on va commencer nos activités brusquement, rapidement, au plus en fait on va créer un stress tissulaire qui va faire que le tendon il va peut-être être au-delà de ses limites un peu plus rapidement, et pourtant y aller progressivement. Où placerez-vous la tendinopathie calcifiante dans ce schéma, et dans quelle mesure pourrait-elle revenir à un tendon normal dans un traitement? Tout à fait, c'est une très bonne question. La tendinopathie calcifiante, on pourrait la placer quelque part ici dans ce continuum. Donc, la tendinopathie calcifiante, c'est quelque part une tentative du tendon de faire face à des contraintes probablement chroniques. Et c'est une tentative, voilà, il va, donc, si autant au point de départ on avait une réponse liquidienne pour faire face, pour rigidifier le tendon, pour le rendre plus capable de faire face à des contraintes aiguës, quelque part dans cette logique-là, dans le modèle de Cook, l'idée c'est de se dire que quand cette surcharge est un petit peu chronifiée, c'est une autre façon de rendre le tendon plus solide. Alors, ici c'est un petit peu schématisé, mais en tout cas clairement on est dans ces phases-ci. Alors, est-ce que c'est réversible, est-ce que c'est pas réversible? En fait, dans l'intérêt du modèle de Cook quelque part, c'est que avec ou sans calcification, ça ne modifie pas réellement l'approche thérapeutique qu'on va envisager. De toute façon, les programmes d'exercice seront adaptés dans ce cas-là. Alors effectivement, parfois, on peut avoir plus de risques d'avoir des tendons qui sont récalcitrants. C'est aussi très dépendant d'un tendon à l'autre. Par exemple, au niveau de l'épaule, c'est tout à fait différent qu'au niveau du coude, au niveau du genou, par exemple. Donc c'est très dépendant d'un tendon à l'autre. En tout cas, clairement, on se retrouve ici. Et selon que ça allait loin ou pas dans le processus, on peut se retrouver à quelque chose qui va être là, a priori, pour toujours, et sur lequel on n'aura pas beaucoup d'effets, et inversement, des choses qui sont encore réversibles. Est-ce que ça change le pronostic du patient en termes de qualité de vie, douleur? Non. On ne connaît pas encore grand-chose. Oui, parfois, ces calcifications dans certaines régions plutôt de l'épaule peuvent devenir réactifs. Enfin, il peut y avoir une réaction chimique qui se crée au niveau de ces tendons, ça peut devenir douloureux. On ne sait pas pourquoi ça le devient, pourquoi ça ne le devient pas. Donc voilà, cette calcification se situe quelque part ici. Il pourrait y avoir une petite bulle qui vient plus zoomer sur cet aspect-là, mais au final, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose dans l'approche thérapeutique qu'on peut en avoir. Nous avons une question sur Internet. Oui, Monsieur le Président, vous allez voir qu'on va peut-être élargir le débat avec le professeur Patrice Cagny. Voilà, merci pour votre présentation qui était très intéressante. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à un domaine qui est la nutrition. Je me demandais dans quelle mesure des travaux existants ou existeraient sur cette potentielle récupération ou adaptation et comment l'alimentation, la nutrition pourrait contribuer à cette récupération potentielle, puisqu'évidemment, il y a ces aspects évidemment physiques, j'entends bien les aspects de récupération, la charge, etc. Mais est-ce que vous avez des travaux en tête? Est-ce qu'il existe de la littérature montrant une amélioration ou au contraire des effets délétères liés à l'alimentation ou la nutrition? Merci. C'est une très bonne question, effectivement. Donc, j'y répondrai via peut-être le modèle de taille.
Et donc en fait, ici, par la force des choses, le temps qui m'était limité, j'ai dit assez rapidement au niveau de ce modèle. Et donc ce modèle, il a une zone verte, une zone orange et une limite ici qui va être donnée. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que les facteurs externes, ou en tout cas les facteurs externes à la charge en tant que telle, vont être très fortement influencés, enfin, en tout cas les facteurs externes vont très fortement influencer cette enveloppe de fonction, à savoir le sommeil, la qualité de vie de manière générale, le fait d'être heureux, le fait de manger correctement. Donc tous ces aspects-là vont faire qu'une même personne avec un même potentiel de tendon, une même activité, va avoir une enveloppe de fonction qui va être soit plus vers le bas ou plus vers le haut. Si maintenant, aujourd'hui, je serais à ce niveau, si j'étais à ce niveau-là et que je vais manger pendant 6 mois au McDo, il y a de fortes chances qu'avec mon même niveau d'entraînement, mon enveloppe de fonction ici soit beaucoup plus abaissée. Donc clairement, l'alimentation a un rôle absolument central. Alors, est-ce que on doit aller, par exemple, si la sous-question est de se dire est-ce qu'il y a certains micronutriments qui pourraient être efficaces pour traiter la cardiomyopathie, je dirais que le premier niveau, c'est déjà une alimentation équilibrée de base. Et ça, on en a déjà absolument certains. Si la question de savoir si je peux prendre certains compléments en plus pour optimiser la réponse sanguineuse, on sait par exemple que le fait de prendre un complément protéique après certains programmes d'exercice, après certaines sessions d'exercice, peuvent être pertinentes aussi pour optimiser l'adaptation sanguineuse. Mais en tout cas, la réponse la plus importante, je pense, c'est de se rendre compte effectivement tous ces aspects-là, dont l'alimentation, ont un rôle très important dans la tolérance du tendon et vont faire qu'il va être ou pas dans une zone qui va être pour lui adaptée ou non adaptée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ok, merci. 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 Il y a des questions sur votre exposition. Une question par rapport à la prévention, parce que finalement, il y a énormément de gens qui ont des cardiomyopathies et qui finalement ne sont pas tout à fait au courant de ce qui leur est arrivé lorsque une douleur soudainement survient et parfois de longue durée, notamment au niveau des épaules. Et en fait, la question est évidemment, il y a toujours le lien entre le tendon et son muscle, forcément. Et donc, vous avez bien expliqué l'importance de la progressivité, on peut comprendre. Mais est-ce qu'il existe, au fond, d'abord des informations qu'on peut donner au grand public pour prévenir finalement les tendinopathies, parce que elles sont extrêmement nombreuses dans la population et une éducation est importante. Dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des tables qui peuvent être aussi d'exercice en fonction, je dirais, de l'âge ou du caractère sportif de sédentarité? Et en dernier point, pour aller dans le même sens, est-ce qu'il y a des sports finalement pour les gens qui n'ont pas une activité sportive quotidienne importante, qui sont jeunes, au fur et à mesure de l'âge, évidemment, l'activité sportive diminue aussi, même si elle reste importante. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus favorables, je dirais, à éviter d'une certaine manière les tendinopathies, on a parlé de la marche tout à l'heure, la natation, etc. Est-ce que dans ces matières-là, on a des réponses? Alors c'est très compliqué évidemment de pouvoir donner une réponse qui conviendrait à tout le monde. Je dirais que il faut rester actif le plus possible. Rester actif, ça peut être promener son chien, mais ça peut suffire, mais rester actif, c'est vraiment un des éléments clés. Si pour une raison ou pour une autre, cette activité-là, elle est empêchée pendant une période plus ou moins conséquente, on est hospitalisé, on est plus pendant 3 semaines, dans ce cas-là, c'est une reprise très progressive de cette activité-là, donc on ne revient pas à un niveau similaire à ce qu'on faisait avant, s'il y avait une pause de plusieurs semaines. On va dire, pour donner un chiffre, à partir de 2-3 semaines, on commence vraiment déjà à avoir une modification des adaptations initiales qui peut avoir lieu. Donc déjà, cet aspect-là. Si on veut éviter les blessures de manière générale, soit des tendons, tout ce qui touche à l'appareil moteur, j'y reviens, mais dormir correctement, manger correctement, voir les gens. On sait aussi que le fait d'être épanoui dans son quotidien, d'avoir une vie équilibrée, va ajuster
le niveau de l'enveloppe de fonction de tout l'appareil locomoteur en général. Et donc, voilà, on est plus stressé, on a plus de chances de blesser, on a plus de chances de risquer de faire une cardiopathique par exemple, ou peut-être que quelques pathologies, ce soit l'appareil locomoteur. Ça, c'est vraiment déjà les grands axes. Maintenant, il n'y a plus de code par rapport à, par exemple, l'âge. On a des patients de 80 ans qui font des marathons. Donc maintenant, l'âge n'est plus un élément où on va dire oui, à cet âge-là, il faut faire ça, ou à cet âge-là, il faut faire ça. Je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter. Ce que je n'aime pas, c'est entendre des gens à trentaine, quarantaine qui disent ah non, j'arrête ce sport-là, c'est ton âge. Quasiment tous les sports sont pour tous les âges. On peut les faire si on y prend du plaisir, si on le fait de manière raisonnée et réfléchie, comme dans un enveloppe de fonction, on diminue les risques de développer un pathologie. On est toujours habitué à un sport, généralement on va pouvoir le faire longtemps parce qu'on le fait correctement. Donc continuer le plus longtemps possible, tant que le plaisir est là, il n'y a pas de raison, il n'y a pas un âge où on va courir notre savoir pour les jours, on va plus faire ça parce que ça va pour les tendons. Ça c'est tout à fait faux. Plutôt aller en l'encontre de ces idées-là et voilà, promouvoir une vie active et épanouie, quelque part qui va optimiser toutes les fonctions du corps de manière générale. Quelle est la place du message transversal profond ou alors des ondes de choc dans ce système? Parce que tout ça ne répond pas du tout au mécanisme de cicatrisation. C'est vrai, donc les techniques ciblées sur le tendon peuvent avoir éventuellement un petit effet de modulation des symptômes, donc faire que ça fait un peu moins mal pendant une petite période. Et donc, éventuellement, ça peut avoir du sens pour se dire qu'une même activité va être mieux tolérée par le tendon. Donc, c'est une technique adjuvante. Mon opinion, c'est que ça ne sert pas vraiment à grand-chose par rapport à le coût de ça, par rapport aux bénéfices, c'est limité. Maintenant, dire que ça ne sert absolument à rien, ce serait faux aussi. Mais en tout cas, le gros du travail, ça va être fait par l'activité et le réajustement d'activité. Et en parallèle, pour optimiser, pour les quelques pourcents en plus, pour aller un peu plus vite, éventuellement, pourquoi pas utiliser des techniques comme celle-là. On sait par exemple, on parlait de la décalcification, ces ondes de choc peuvent diminuer les symptômes plus facilement que si on ne les utilise pas dans un délai plus court. Donc pourquoi pas en complément. C'est vrai que ce n'est pas ça qu'on va retenir comme étant le traitement le plus important pour cette approche. Quoi. C'est ça dans la douleur de la douleur? Pour moduler les symptômes plutôt, ouais. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Et nous allons Merci.